France Bleu, dans le rétro l'intégrale, Déborah Grunewald. Bonjour à tous, ça va ? Moi c'est Déborah Grunewald, j'espère quand même que vous allez bien. On embarque pour un voyage dans le temps avec nos invités chaque semaine, c'est dans le rétro. Aujourd'hui nous sommes avec un homme qui avant d'être écrivain était une femme. Femme dans un harem, danseuse de French Cancan, médecin aussi à Saint-Pétersbourg, samouraï également. Alors aujourd'hui c'est un des écrivains contemporains français les plus lus dans le monde. Mon invité aujourd'hui c'est Bernard Werber. Passé, présent, futur, c'est parti, je vous embarque pour un voyage dans le temps. Bonjour Bernard Werber. Bonjour. 111 vies vous avez eues au total. Ces vies antérieures, vous en parlez dans Voyage intérieur. Le voyage intérieur, une expérience inattendue et interactive. Dans votre spectacle, on se déshabille. Oui, des pieds pour commencer. Et pour l'instant, le spectacle n'a pas upgradé au point qu'on passe au reste du corps, mais ça peut arriver. Pendant près de 2 heures, vous nous guidez pour tenter de répondre à 2 questions. Qui sommes-nous et d'où venons-nous ? Ça nous permet d'économiser 15 ans de psychanalyse, comme vous dites. Quand on ressort, qu'est-ce que ça doit faire ? Ça doit remettre sa vie en perspective. Je crois que beaucoup de gens vivent le nez dans le guidon, ils voient leurs problèmes familiaux, leurs problèmes de santé, leurs problèmes de boulot. Ils voient pas que ça a peut-être commencé depuis très longtemps, cette aventure dans laquelle ils sont, et que ça va peut-être continuer encore très longtemps. Et c'est le concept que je trouve intéressant dans les vies antérieures, c'est que ça remet notre vie comme un feuilleton et non plus comme un film complet. C'est le feuilleton d'une saison, il va y avoir d'autres épisodes. J'aime bien ce concept. Justement, on va en parler des vies antérieures puisque c'est un des thèmes abordés dans le spectacle. Bernard Werber, dans Voyage intérieur, vous faites des expériences, vous nous donnez des clés en quelque sorte pour faire parler notre inconscient. C'est difficile qu'on puisse imaginer dialoguer avec notre inconscient. Il y a un moment où la plupart d'entre nous avons un contact avec notre inconscient, un contact incontestable, c'est au moment où nous dormons et quand nous rêvons. Qu'est-ce que c'est que ce film qui nous arrive dans la nuit ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire avec des personnages étranges qui font des choses étranges ? C'est notre inconscient qui nous envoie un film. Ce que je propose dans le spectacle, c'est d'aller contacter notre inconscient pour qu'il nous envoie aussi un film, mais cette fois-ci un film dans lequel on est spectateur conscient, on va dire. Donc on est maître un petit peu aussi des pensées quand même. Parce que la plupart des rêves, on les oublie, alors que l'avantage de l'expérience de voyage intérieur, c'est qu'on peut bien la mémoriser, savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et les rêves sont parfois un peu barrés aussi, donc quand on essaye de les comprendre, on se dit c'est quoi ce bordel ? Voilà, il manque de cohérence par rapport à l'expérience de régression dans la vie antérieure. Vous revenez aussi sur la création du monde, l'histoire de nos ancêtres, de l'humanité avec une pointe d'humour. Vous y évoquez le couple au fil des époques et cette technologie qui vient s'immiscer jusque sous la couette. Le téléphone portable. Oui, parce que ça me semble l'évolution nouvelle de la communication homme-femme. C'est qu'on s'envoie des messages par téléphone portable et le téléphone portable prend une énorme place dans notre nouvelle relation homme-femme. Je trouve ça étrange. Ça prend trop de place ? Je sais pas, c'est comme si on disait l'ordinateur prend trop de place. C'est le sens de l'évolution. Avant, la communication homme-femme préhistorique, ça devait être Grumpf, et puis tiens, j'ai ramené un lapin. Et puis maintenant, c'est des formules, des dessins, des photos. Et je constate ça. L'hyperconnexion en permanence. Je regardais justement, il y avait une étude américaine, 1/4 des personnes interrogées déclarent que la toute dernière chose qu'elles voient avant de fermer les yeux, c'est leur téléphone et pas leur chéri, qu'on passe en moyenne à peu près 3 nuits par semaine à regarder nos écrans respectifs le soir. Je crois que peut-être ce spectacle, je l'ai créé pour proposer une expérience autre que être connecté à son téléphone, c'est être connecté à son inconscient. C'est, être connecté à son ordinateur organique intérieur plutôt qu'à son ordinateur mécanique extérieur. Je crois que tout le monde n'est pas prêt à faire ça. Quand je demande avant le spectacle qui c'est qui pratique la méditation, j'ai à peu près 60% de la salle qui lève la main. Ce sont déjà des gens qui viennent au spectacle, qui savent ça. Mais je crois qu'il y a plein de gens qui ne sont jamais pensé rester au calme, tranquille, fermer les yeux, respirer et penser dans leur monde intérieur au lieu d'être tout le temps recevoir des stimuli de jeux, d'informations, de WhatsApp ou je ne sais quoi. Sur scène, Bernard Werber, vous êtes accompagné par la harpe de Francoeur, Vanessa Francoeur, qui a une voix incroyable aussi, qui nous permet d'entrer en méditation, justement. Vous qui avez été journaliste scientifique, il y a, paraît-il, des fréquences sacrées. Vous y êtes intéressé à ça ? Oui, je me suis intéressé à tout ce qui est vibration. Vous savez, quand je vous parle, je fais déjà une fréquence. Ma voix apporte plein d'autres informations, juste que les mots que je prononce. Je crois que, en fait, la radio est plus forte que la télévision.
quand il y a la radio, enfin les gens qui nous entendent actuellement imaginent nos visages. Peut-être certains nous voient sur Internet comment nous sommes, mais la plupart imaginent. Et dès le moment où on imagine, on développe son cerveau. C'est pour ça que j'aime aussi l'objet livre. L'objet livre est plus fort que le cinéma parce qu'on est obligé en plus d'ajouter du son. Mais vous parliez de Francoeur, en effet c'est extraordinaire, c'est-à-dire que en plus de ma guidance, elle crée une sorte d'état d'ouverture des chakras, une ouverture de tous nos sens qui fait que on se détend. Maintenant, on est vraiment complémentaires. Mais justement, je me suis demandé si dans ses chants ou dans sa musique, il y avait des fréquences sacrées. Alors pour rappeler quand même, pour situer les fréquences sacrées, c'est des sons qui sont associés en fait à des effets bénéfiques sur le corps, l'esprit, l'âme. Il y a des fréquences qui facilitent par exemple le changement, qui libèrent de la culpabilité, de la peur par exemple. Là, c'est vous qui poussez un peu loin le bouchon. Ah ouais? Je vais pas aussi loin. Je pense qu'il y a tout simplement des fréquences, en effet, où on se sent bien, mais que ça change pour chaque personne. D'accord. Il n'y a pas de fréquence sacrée universelle, même si sur les applications, on vous met, si vous écoutez ça, vous êtes à combien de hertz. Donc, je crois pas qu'il y ait des fréquences sacrées. Je crois que pour chaque personne, il y a une fréquence où on se sent bien. Maintenant, la voix de Francoeur est un peu universelle parce que je vois quand les gens l'écoutent et les yeux fermés, ils se mettent naturellement à sourire et après, ils ont une sensation de surprise et d'émerveillement. Elle est magnifique. Ouais. C'est vrai qu'elle a une voix magnifique. France Bleu remonte le temps, c'est dans le rétro. Vous êtes prêts pour notre voyage? Ah oui, avec plaisir. C'est parti. J'aime bien, ouais, j'entends. C'est vous, ça. Ah bon? Vous naissez à Toulouse, vous êtes un beau bébé de 3,4 kg, un papa commerçant, une maman prof de piano, vous grandissez dans un appartement rue des Trois Banquets, donc à Toulouse. Vous avez une sœur. Quel souvenir vous avez de votre enfance? J'ai des souvenirs d'être un enfant plutôt introverti, très tourné vers les livres et vers les mondes imaginaires. Pas très bon élève, plutôt inquiet, angoissé, naturellement. Et j'ai commencé à naître le jour où j'ai créé un journal de lycée. J'avais 14 ans et j'ai créé un club de journal dans le lycée. Et là, tout d'un coup, je me suis dit raconter des histoires et qu'elles soient écoutées par les autres, c'est mon truc. Tant que je faisais pas ça, j'étais juste à essayer de m'insérer dans le système scolaire qui était pas du tout adapté. Vous estimez, Bernard Werber, avoir été chanceux de ne pas avoir eu des parents sévères. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'éducation positive. Ouais. Les parents sont, paraît-il, moins stricts qu'avant. Les vôtres étaient donc en avance sur leur temps? Non, c'est pas qu'ils étaient pas sévères, j'étais vraiment cadré, mais ils m'ont fait le plus beau des cadeaux qu'un parent puisse faire. Ils m'ont foutu la paix et notamment ils m'ont laissé être ce que j'avais envie d'être, à savoir journaliste et écrivain. Quand j'ai raté mon passage en droit et que j'ai voulu arrêter le droit, je leur ai dit non, je veux faire journalisme. Ils m'ont fait aucune pression. Quand je leur ai dit je quitte Toulouse et je vais à Paris pour faire le métier de journaliste, ils m'ont mis aucune pression. Ouais, mais ça, c'est tard. Ça, c'est tard quand même, fac de droit et tout ça, c'est quand même un certain âge, mais dans l'enfance, c'est justement là qu'on a besoin de cadre, et vous parliez de cadre, alors, mais sans être sévère. Je veux dire plutôt, qu'est-ce qu'ils m'ont apporté? Ma mère m'a poussé à être dessinateur et musicien. Et ces deux choses-là que je n'ai pas développées beaucoup m'ont servi après à écrire des histoires. Donc la partie image et musique, c'est maman. Papa, c'était toute la partie mythologie grecque, contes, et aussi géopolitique. C'est lui qui m'a appris à comprendre l'actualité et à décrypter ce qui se passe au-delà de ce qu'on nous sert et à avoir une pensée libre. Et les deux ensemble, ça marchait vraiment bien, mais ils étaient très différents, ils étaient vraiment complémentaires. Je crois que j'ai eu des parents idéaux pour arriver là où je suis actuellement. Dans le voyage intérieur, vous invitez les spectateurs à aller à la rencontre de l'enfant qu'ils étaient. Ouais. Il y a une méthode pour ça. Alors moi, en allant voir la petite fille que j'étais, j'ai chialé. Oui, il y a beaucoup de gens qui... C'est un truc de fou, c'est hyper déstabilisant. C'est quoi le but de cette expérience ? Déjà, se rappeler qu'on a eu des moments très heureux dans son enfance. Souvent, les gens, quand ils repensent à leur enfance, racontent que des traumatismes. Il y a forcément des moments chouettes. Et le seul fait de dire aux gens, fermez les yeux, essayez de vous rappeler le meilleur moment de votre prime enfance, ça les renvoie, ils se retrouvent avec leurs parents, avec des personnes qui peut-être n'existent plus ou qu'ils ne voient plus. Et ils se revoient purs, avant que le monde commence à les abîmer ou les corroder, et ça leur fait une émotion terrible. Et ce que je propose aussi, c'est d'envoyer un conseil à cet enfant, peut-être de lui dire t'en fais pas, ça va bien se passer, puisque en tant qu'adulte vous êtes arrivé déjà. On a tout à gagner à repenser quel enfant on a été et à essayer de communiquer avec cet enfant qu'on a été. Et la psychanalyse va chercher les traumatismes, mais elle vous laisse avec votre traumatisme. Pour la plupart des psychanalystes, peut-être qu'il y en a ça des... Ça dépend des thérapeutes, des thérapies et tout ça, ouais.
Mais juste se dire, attends, il y a un moment, tout allait bien. Rappelons-nous quand ça allait bien. Et plus on va le chercher tôt, il y a certaines personnes qui arrivent à aller vers 1 an. C'est fou ça. Mais moi, j'arrive à aller vers 1 an. Ah Mon ouais. premier souvenir, c'est ma maman qui joue du piano et qui me fait signe de m'éloigner des pédales parce que sinon, je vais me faire mal. Et je Mais suis à c'est 4 fou pattes. Mais ouais, mais c'est fou de se rappeler d'un âge si jeune, sans photo, sans rien alors. Parce que c'est ça aussi, c'est que... Sans photo. Mais c'est des souvenirs qui me sont pas traumatisants. C'est des souvenirs plutôt qui me reconnectent au bébé à 4 pattes qui traînait dans la maison, quoi. Vous disiez aussi à un moment que le passé, il fallait le laisser derrière. Oui. Mais là, on se replonge dedans. Alors pourquoi faut le laisser derrière, le passé ? Précisément parce que le passé traumatisant nous ralentit. Il y a beaucoup de gens qui voient leur vie comme s'ils avaient un sac à dos dans lequel il y a plein de cailloux. Et ces cailloux, c'est toutes les vacheries qu'on leur a faites, toutes les humiliations, tous les malheurs qui leur sont arrivés. Et c'est ce sac à dos rempli de cailloux qu'il faut poser. Maintenant, il est intéressant de se reconnecter à son enfance pour se rappeler le moment où on a reçu des cadeaux. Quand vous étiez à la Noël et que vos parents vous donnaient plein de jouets et que vous aviez cet émerveillement, ça, dès le moment où vous faites ça, vous dites, bon, en fait, j'ai été aimé. Voilà, sortir de la douleur pour aller vers le souvenir, la gratitude de ce qu'on a reçu plutôt que la hargne de ce qu'on nous a fait et se reconnecter à la lumière, voilà. Mais le sac à dos, parfois, il peut être très lourd. C'est pas facile d'enlever les cailloux qu'il y a dans le sac à dos. C'est pour ça qu'il y a le métier de psychanalyste. Mais Ouais. si on se dit, ok, j'ai un sac à dos très lourd, mais je vais quand même gravir la montagne parce que j'en ai envie et puis parce que je crois que j'en suis capable. Mais je ne crois pas qu'il y ait un seul être humain, un seul de nos auditeurs actuellement qui se disent, moi, mon sac à dos, il est ultra léger et dedans, il y a que des ballons d'hélium. Ouais. Non, il y a des cailloux et c'est ce qui nous a force aussi à nous surpasser. Heureusement que nous avons des épreuves qui nous obligent à mieux nous connaître et à trouver des solutions. Bernard Werber, on change d'époque. Nous sommes maintenant rue Louis Blanc à Toulouse, chez vos grands-parents, dans le jardin qui donne sur un grand champ. Vos parents auraient préféré vous mettre en colonie de vacances, mais vous préférez être seul dans la nature plutôt qu'à chanter en groupe dans les colos. Ça facilite pas la sociabilité, tout ça ? Ah mais je vous dis, j'étais un solitaire introverti, j'étais le binoclard à lunettes de la classe et en plus j'étais même pas bon élève. Alors ma place était un peu compliquée à trouver. Par contre, il y a eu cette fascination pour l'observation de la nature, si bien que rapidement je suis resté à observer tous les végétaux, tous les animaux, et les plus marrants, c'était les fourmis, parce que c'était les seuls qui s'enfuient pas quand on arrive. Je me suis dit, c'est la rencontre entre deux mondes. Et je crois que peut-être ce qui a changé ma vie, c'est alors que j'étais enfant, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, mais c'est une ville. Je suis face à une ville, comme la ville où je me trouve. Pas besoin de chercher les extraterrestres. Il y a les intraterrestres, c'est juste qu'ils ont une tête différente de ce qui est prévu. Puis ils sont tellement petits qu'on se croit supérieur à eux parce que non seulement ils sont minuscules, mais en plus on peut les tuer facilement. Et cette idée qu'ont beaucoup d'enfants, tiens, il y a une ville, je vais donner des coups de pied dedans et la détruire. Moi, je l'ai pas eu. J'ai eu, tiens, il y a une ville, je vais pouvoir mettre mon doigt et essayer de dialoguer avec les citoyens. Est-ce que vous trouviez un temps pour vous ennuyer ? Parce que l'ennui est important aussi. Il faut dire qu'à mon époque, il n'y avait pas de smartphone, il n'y Ouais. avait même pas de télévision en permanence. Je me rappelle quand j'étais dans la maison de mes grands-parents, je regardais l'après-midi, chapeau blanc et bottes de cuir en noir et blanc qui passait à 15h. Vous fantasmiez, je crois, aussi sur Et ma l'héroïne. pile, je ne suis pas le seul, il y avait pratiquement la moitié de la planète. Et je buvais un Schweppes et j'ai regardé ça et c'était un rendez-vous de bonheur. Ah, mais il y avait quand même la télé. Il y avait quand même une Il y avait une activité. télé, C'est-à-dire, mais c'est pas l'ennui pur, quoi. Mais j'avais Rien pas faire, juste penser. Ah, rien faire, juste penser, non, faut pas C'est exagérer. pas possible. Par la suite, j'ai appris la méditation. Je peux vous dire que tous les gens qui disent qu'ils pensent pas, je pense qu'ils pensent quand même. Nous sommes à l'école. Vous venez d'écrire votre première nouvelle, Les aventures d'une puce. C'est une puce qui remonte le corps humain, qui nous donne les détails de Score au fur et à mesure de son voyage. L'histoire commence ainsi. Je suis née d'une mère pucelle et d'un père puceau. Vous avez 8 ans à l'époque. Ouais. On imagine, du coup, Bernard Werber comme un élève brillant à l'époque. Non. non. C'est juste que le prof a été étonné que j'ai choisi ce sujet, la vision subjective d'une puce qui escalade un corps humain. Il m'a dit, il y a que la première phrase qui va pas, mais un jour tu comprendras pourquoi, je te le dis pas encore. Voilà. Et je me suis aperçu qu'avec un texte, je peux faire rire. Et ça, c'est très intéressant.
Parce que par la suite, j'ai compris le pouvoir d'un texte, c'est de créer une émotion chez celui qui le lit. Et j'ai tout le temps recherché ça après. Que ce soit la peur, que ce soit l'émotion, le chagrin ou que ce soit le rire. Se dire rien qu'en alignant des mots, on peut créer cet effet sur les gens, ça me semble vraiment passionnant comme pouvoir. Élève introverti, dispersé à l'école, considéré comme mauvais élève. Aujourd'hui, derrière ces profils, on parle parfois d'enfants atypiques. Les enfants atypiques sont ceux qui ont un trouble diagnostiqué ou non d'ailleurs. Hypersensibilité, hyperactivité, troubles du langage oral ou écrit, il y a les DIS, les HPI, les HPE, les TDAH. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, avec le recul, que vous étiez un enfant atypique ? Non, j'ai un problème global qui existe encore, c'est je n'ai pas de mémoire. J'avais déjà pas de mémoire, donc j'arrivais pas à retenir les récitations, donc je retenais pas les dates des batailles, je retenais pas les noms des fleuves, les capitales des pays. Donc à partir de là, pour les professeurs, un élève qui mémorise pas les règles est un élève qui est mauvais. Maintenant, ce qui m'amusait, c'était de poursuivre les règles. C'est-à-dire que la rédaction que je fais sur les puces, c'était sujet libre. Donc, dès qu'on me laissait de la liberté, ou même en mathématiques, j'arrivais à trouver des prolongations des équations, mais je n'arrivais pas à retenir les règles des mathématiques. J'ai une pensée qui va vers la création, mais qui n'a aucune capacité de mémorisation. Et si j'ai fait, par exemple, dans mes livres, l'encyclopédie du savoir relatif et absolu, c'est juste pour me rappeler des choses que je découvre parce que je les oublie. J'oublie tout. Non, mais c'est un truc de fou, parce que tout à l'heure, vous me disiez que vous étiez capable de remonter à vos 1 an. Ouais. Donc ça fait quand même appel à des souvenirs, à la mémoire. Exactement. Et là, par contre, à l'école, où tout ce qui est beaucoup plus scolaire, finalement, bug. Pas. Mais je crois que quand je fais des personnages, j'essaie toujours de les créer paradoxaux. Donc voilà, j'ai un problème de mémoire et je me souviens de mes vies antérieures et je me souviens parfaitement de ma prime enfance. J'ai un problème de mémoire et je suis mauvais élève et je suis capable de faire des choses hors système. Voilà. Donc, on a un mode d'emploi. Moi, mon mode d'emploi, c'est que je ne suis pas du tout intégré au système. Je pense que je suis incapable de m'intégrer à une entreprise. Et à côté de ça, je suis capable de créer des mondes. Et je crois que pour tout enfant, il faudrait trouver son propre mode d'emploi particulier, qui n'est pas forcément le même qui fonctionne pour tout le monde. C'est impossible parce que le propre de l'école, justement, c'est pouvoir rentrer dans un moule. Voilà, alors moi je suis hors moule. Hors moule. Qu'est-ce qu'on dit aux enfants qui sont hors moule alors ? Pour les rassurer un peu quand même ? On dit tous les termes que vous avez mis tout à l'heure, là, TDAH. TDAH, trouble déficitaire de l'attention hyperactivité. Et puis, je vais vous surprendre, mais je crois pas que je suis très intelligent. Mais par contre, j'ai une imagination qui compense mon manque d'intelligence. Je crois pas que je suis très intelligent parce que si vous mettez un labyrinthe, je pense que je trouverai la sortie du labyrinthe plus lentement que les autres. Mais par contre, je suis capable de créer un monde cohérent dans lequel fonctionne un écosystème complet. Je sais faire des trucs que les autres savent pas, mais je sais pas faire les trucs normaux. Alors, je me plante peut-être totalement, mais on va y revenir d'ici la fin de l'émission. On va parler du cerveau, de ce fameux hémisphère droit, le siège de la créativité, de l'imagination, et l'hémisphère gauche, le siège de la logique, du raisonnement, etc. Donc vous êtes plus cerveau droit, ça se dit ça ou pas ? C'est possible ? Je suis complètement cerveau droit. Et en plus, du coup, mon cerveau gauche, il est pas très efficace. C'est-à-dire, je suis pas très déméthodique, je peux oublier mes affaires partout. Les professeurs à l'école, ils mettaient enfant rêveur tout le temps dans la lune. Voilà. C'est un défaut à la base. Quand à l'école, on a ça sur le bulletin, c'est un défaut, alors que c'est une richesse incroyable, finalement, d'avoir un imaginaire débordant. Je crois que ma grande chance, c'est d'être écrivain. J'aurais été adapté à aucun autre métier. Peut-être aussi, peut-être faire la musique ou faire tous les métiers dans lesquels on doit créer des mondes, c'est bon. Mais tous les métiers où il faut respecter des règles et s'intégrer à une équipe, je crois que je suis vraiment nul. Et au bout d'un moment, j'agacerai tous les chefs. De toute façon, je suis pas adapté à toute forme de hiérarchie. Heureusement qu'il y a des gens qui ne sont pas adaptés aux hiérarchies parce qu'ils font bouger les systèmes. Si on est juste intégré au système, on le fait pas bouger. Est-ce que c'est être rebelle ? Je suis pas... Le terme, c'est pas rebelle. Rebelle, ça voudrait... Anticonformiste, non ? Non, ça veut dire que je suis en dehors du château et que je veux m'attaquer au château. Or, moi, le château, il m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est aller me promener en dehors du château. Maintenant, je vois bien que tous les gens sont rassurés d'être dans les grandes murailles du château, du système, avec toutes les sécurités que ça offre. Mais... moi, si je suis sur une île déserte avec un ordinateur en train de créer des histoires avec des personnages, ça me va aussi. Bernard Werber, vous allez ensuite au lycée Ozen à Toulouse. Vous créez un journal, Euphorie, avec vos potes Fabrice Cogé et Michel Dézéralde. Vous étudiez ensuite la criminologie en fac de droit, téléportation.
Nous sommes dans le train, vous quittez Toulouse, destination Paris, vous allez faire une école de journalisme, vous travaillerez au journal Le Nouvel Obs en tant que journaliste scientifique. On va le découvrir au fil de notre voyage dans le temps aujourd'hui, mais vous qui êtes curieux, spirituel, vous qui explorez des mondes fantastiques, occultes aussi parfois, est-ce qu'un scientifique peut croire aux sciences occultes et ésotériques ? Alors, le mot croyance est un mot que je Vous ne repousse. supportez pas ? Voilà, parce que croire, ça veut dire qu'on a une certitude, soit qu'on croit que Dieu existe, par exemple, ou soit on croit que Dieu n'existe pas. C'est pas forcément une certitude. C'est une croyance, c'est déjà trop fermé. Ah ouais. Ce que je préfère comme terme, c'est agnostique. Je ne sais pas, donc je me renseigne. Mais même sur les réincarnations, je fais un spectacle entier où j'amène toute la salle à vivre leur réincarnation. Je ne suis pas sûr de croire en la réincarnation. Ce que je propose, c'est de l'expérimenter. Mais si on l'expérimente, c'est pour y trouver une réponse. Donc le but, c'est que le spectateur ait une réponse et qu'il se dise en sortant « Ah ouais, non, il y a un truc, c'est pas possible. » Je sais pas. Je crois que pour chaque personne, l'expérience est différente. D'abord, il y a des gens sur lesquels ça marche pas. Pour chaque personne, ça va vibrer différemment. Et le terme agnostique a une dimension d'humilité qui, je trouve, manque beaucoup dans tous ces gens qui parlent de spiritualité ou, comme vous disiez, d'ésotérisme, qui vous disent soit qu'il y a des fantômes, des extraterrestres. Moi, j'en sais rien. Alors, en tant que journaliste, j'ai essayé de me renseigner, en tant que écrivain aussi, en tant que organisateur de spectacles aussi, mais je n'ai aucune certitude et je pense qu'il y a que à la seconde où je mourrai que je verrai tiens, j'ai raison, il y a une vie après. Ah ouais, vous où croyez ? Je me dirai non, il y a rien. Je serais un peu déçu, je me dis zut. Mais je crois que même si ça c'était exactement comme je raconte dans mes livres, savoir qu'il y a une vie après, je serais un peu déçu, je me dis zut, c'était que ça. J'attends un émerveillement après ma mort. Ce que j'aimerais, c'est waouh, il y a un truc, j'avais jamais pensé à ça et je le vis maintenant. J'aimerais ça. Mais est-ce que vous seriez capable de revenir quand même pour nous prévenir de ce qu'il y a ? Ça dépend. Ce serait bien qu'à un moment donné, il y ait quelqu'un qui vienne nous voir quand même. Si on croit, pour reprendre l'expression, aux médiums, a priori les médiums, ils discutent avec les morts, donc les morts peuvent dire « Attendez, je suis là-haut et là, je vais vous raconter ce que je vois et ce que je pense. » Téléportation. Je vous propose d'ouvrir cette porte. Nous sommes dans le bureau de Richard Ducousset, le boss de la maison d'édition Albin Michel. Il vous dit « J'ai vu dans ce livre sur les fourmis le même souffle épique que dans Dune ». Alors Dune, c'est le roman de science-fiction qui a inspiré la saga au cinéma. Il ajoute « Je vois que ça peut avoir un retentissement mondial ». Albin Michel va publier en 91 votre premier roman « Les fourmis ». En parlant des fourmis, finalement, vous parlez en fait de l'humanité. Chez les fourmis, plus il y a d'individus, plus il y a de conflits. Est-ce que c'est le cas aussi chez l'homme ? Plus il y a d'individus, plus il y a de diversité, c'est-à-dire les gentils sont vraiment encore plus gentils et les salauds sont encore plus salauds et les gens qui ont des qualités sont encore plus diversifiés. Mais il y a un point commun dans les deux sociétés, il y a un tiers qui fout rien. Parce qu'on imagine tout le temps la fourmi façon La Fontaine, la fourmi travailleuse. Non, pas du tout. Il y en a qui foutent rien, ils se promènent, ils dorment, que dalle. Ensuite, il y a un deuxième tiers qui fait des trucs inutiles qui gênent tout le monde. Genre, il bouge une branchette, mais ça bloque un tunnel. Et donc, c'est les incompétents ou maladroits. Et il y a qu'un troisième tiers qui répare les conneries du deuxième tiers et qui compense le fait de l'incompétence du premier et du deuxième tiers. Et la société marche très bien. Et quand j'ai vu ça chez les fourmis, je me suis dit, en fait, chez nous, c'est pareil. Il y en a qu'un tiers qui bosse vraiment et il y en a deux tiers qui, d'une manière ou d'une autre, soit ils sont incompétents, ça ne s'empêche pas d'avoir des boulots, soit ils foutent rien. Et c'est pas grave, le système fonctionne comme ça. Et il a toujours fonctionné comme ça. Est-ce que vous pensez que les fourmis pourraient survivre à l'humanité ? Oui, évidemment, mais elles étaient là il y a 120 millions d'années, nous sommes là que depuis 3 millions d'années, et elles ont un avantage, c'est que elles ont leur squelette à l'extérieur, elles n'ont pas une colonne vertébrale, elles n'ont pas des côtes, tout ça, c'est la carapace qui sert à maintenir le corps, ce qui fait que ça résiste mieux au rayonnement, par exemple, s'il y avait une guerre atomique. Est-ce qu'on est trop nombreux sur Terre ? Vous parlez des humains, vous parlez des fourmis, vous parlez de toutes les formes de vie. Non, des humains. D'abord, je dois préciser, je crois que le métier de romancier, c'est de poser des questions et pas d'apporter des réponses. Par contre, quand je pose une question, j'apporte des informations. Donc, je suis allé regarder les études économiques, les études démographiques, l'écosystème. Moi, je sais une chose, c'est que j'avais une énorme fourmilière chez moi et que quand il y a trop d'individus, ils arrêtent de produire des enfants et ils s'harmonisent, ils se stabilisent. De même que la cité fourmi,
quand tout le gibier a été pris, tout le sol a été épuisé dans l'agriculture, notamment ils font des champignonnières, ils déplacent la cité. L'idéal, ça serait que Paris, si c'était trop pollué et trop avec une vibration trop agressive, on bouge toute la cité, on l'amène dans un endroit neuf, avec de l'air neuf, avec de la terre neuve, mais c'est pas le cas. Donc on est là avec cette vieille terre, avec tout ce vieux système, et je crois que tout notre système humain, il manque d'harmonie, et il est dans un système de croissance qui a un emballement total qu'on ne maîtrise plus, et notre génération, on voit cet emballement. Je pense qu'en effet, ça va être préjudiciable à la nature en général et à notre planète. Je suis pas le premier à dire ça, mais à l'équilibre entre la vie animale, la vie végétale et le système humain. On est trop nombreux, quoi. Pour résumer, non, mais c'est vrai, en fait. On est trop nombreux. Il faudrait qu'on a colonisé maîtriser des démographie. pays. Maintenant, on est en train de coloniser les mers aussi. Il y a de fortes chances que l'air et l'eau et la terre fertiles deviennent des denrées rares et qu'on en manque pour les prochaines générations. Mais pour ça, il faut une action globale sur toute la planète. Ça sert à rien que la France agisse, même si c'est mieux si on fait quelque chose, mais c'est essentiellement la Chine qui pollue. Et la Chine, c'est pratiquement 2 milliards d'individus. Donc nous sommes 60 millions, ils sont 2 milliards. Il faudrait convaincre la Chine de se calmer un peu. C'est pas le cas. Bernard Werber, on part maintenant en 1994. Nous sommes dans une librairie, là sur le rayon, il y a votre livre Les Thanatonautes, dans lequel vous nous invitez à explorer la mort et qui pose une question commune à tous. Qu'est-ce qu'il y a après la mort ? De quoi êtes-vous convaincu aujourd'hui concernant cette question ? De rien, puisque je vous dis, je suis dans l'émerveillement, le questionnement. Ce que je suis convaincu, c'est que c'est une bonne question à se poser, et de préférence avant d'y arriver. Parce que si on se la pose pas, et qu'on est quelques secondes avant de mourir, on se dit « Oh bon sang, je vais où là ? Qu'est-ce qui va se passer ?» Et là, on peut avoir un instant de panique. Je crois qu'il y a une chose intéressante, l'une des raisons pour lesquelles j'ai écrit les Thanatonautes, c'est pour pousser les gens à être souriants aux quelques secondes juste avant de mourir, se dire « Bon, ça se peut que là, je découvre un truc vraiment sympa. Ça se peut que là, ça soit un voyage, pas la peur. » Je sais plus dans quelle philosophie, c'est peut-être le bouddhisme, il y a cette idée que les quelques secondes avant de mourir vont changer l'expérience elle-même. J'aime bien cette idée de mourir en souriant et de se dire « Ok, tout est accompli, tout va bien. » Maintenant, je peux partir. J'aimerais avoir cette pensée avant de mourir. Mourir en souriant, c'est un luxe. Parfois, il y a la maladie, parfois, il y a la douleur. Donc, c'est compliqué aussi. Si ça définit ce qu'il y a après et qu'on est en train de morfler sur son lit de mort... Vous avez tout à fait raison. C'est un grand luxe. Et c'est un luxe que je souhaite à tous les 8 milliards d'êtres humains. Mourir en souriant et pas dans la terreur, panique de « bon sang, qu'est-ce qui va se passer ?» Et j'ai écrit les Thanatonautes pour exorciser ma propre peur. Imaginons que après, ça soit juste un voyage de notre âme vers un autre continent, le continent des morts. Un peu comme Christophe Colomb traverse l'Atlantique pour découvrir l'Amérique. Mes personnages, Thanatonautes de Thanatos, la mort, et Nautis, explorateur, vont découvrir un autre territoire. Avec les Thanatonautes, Bernard Werber, il y a l'Empire des Anges qui constitue la série Le Cycle des Anges. Un jour, vous êtes chez une médium, Monique Parent-Bacan, vous avez alors 36 ans, elle vous demande « Est-ce que vous voulez parler à votre ange gardien ?» Oui. Alors, vous lui avez parlé. J'aime bien l'idée. Le grand avantage d'être romancier, et j'en ai scientifique, mais romancier, c'est que j'ai pas besoin de juger la proposition. L'idée de parler à mon ange gardien me semble sympa dans l'absolu. Maintenant, si je parle à personne et si c'est faux, ça n'a aucune importance. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que ça m'apporte. Et dès le moment où je me dis, tiens, il y a peut-être quelqu'un là-haut qui m'aide, je trouve que déjà ça va mieux. Et d'ailleurs, je conseille à tous nos auditeurs de prendre l'hypothèse qu'ils ont un ange gardien et que peut-être tous les trucs bien qui leur sont arrivés, ça vient d'un être qui est au-dessus, qui s'est débrouillé pour que ces choses bien arrivent. Et au moment où on m'a dit, est-ce que je posais une question à mon ange gardien, j'ai dit, oui, qu'est-ce qu'il attend pour se mettre au travail? Et elle m'a dit, mais il n'arrête pas. Et là, j'ai éclaté de rire. Je me suis dit, quel ingrat je suis par rapport à tous les moments. En traversant la rue, au dernier moment, j'ai été retenu par, une pensée bizarre. Tous ces moments où j'aurais pu avoir des gros pépins, je les ai pas eus. Et j'ai dit, excusez-moi, là-haut, gratitude pour tout ce que vous avez fait.
Et d'ailleurs, je profite de cette radio, je ne sais pas si elle est écoutée par les anges, mais si mon ange gardien m'entend, j'ai encore à lui dire un merci, parce que je pense qu'il fait beaucoup de boulot pour m'épargner des gros problèmes. Est-ce qu'il y a des choses autour de nous qui pourraient nous prouver l'existence d'un ange gardien ? Je pense qu'on n'a pas besoin de prouver ni qu'il y a une vie après la vie, ni qu'on a un ange gardien. Si vous avez envie d'avoir un ange gardien, vous l'avez automatiquement. Si vous avez envie de penser qu'il y a une vie après la vie, vous l'avez automatiquement. En fait, vous avez ce que vous voulez. Si vous dites, moi, je suis sûr qu'il y a rien, je suis sûr que une fois qu'il y a la mort, je serai comme un tas de viande qu'on met dans une boîte et qu'on enterre, eh ben, vous aurez ça. C'est le pouvoir de la pensée. Et c'est aussi, du coup, pour ça, je suis content d'être romancier et pas scientifique, parce que scientifique, il faudrait tout le temps que je prouve ce que je raconte, alors que romancier, je vous propose juste une histoire. Vous en faites ce que vous voulez selon vos propres convictions, vos propres envies. À propos des médiums, d'ailleurs, vous dites, finalement, la question, c'est pas de savoir si on y croit, c'est plus de savoir si ça nous aide. Exactement. En fait. Est-ce que vous y croyez ? Est-ce que vous croyez que les médiums, par exemple, peuvent parler avec les morts ? Alors moi, pour le coup, j'ai vu une médium qui s'est apparemment adressée à mon grand-père et effectivement, j'ai jamais su si je devais y croire. Ça a été très déstabilisant comme expérience, mais en même temps, ça me permet de me raccrocher à quelque chose et ça fait du bien, en fait. Je crois que vous posez la bonne question. Est-ce que ça vous fait du bien ? Moi, je sais que la première rencontre avec Monique Parent-Bacan, je suis arrivé en tirant la gueule, je suis reparti en souriant et je lui ai dit, écoutez, je m'en fous que ce soit vrai ou que ce soit pas vrai. Je constate juste, je vais mieux. Merci. Et quand c'est qu'on se revoit ? Je crois que ça peut vraiment apporter quelque chose d'imaginer des anges, une vie après. Je crois que ça apporte un peu plus de confort, un peu plus de sérénité. Dans le rétro sur France Bleu, Déborah Grunewald. Bernard Werber, alors malheureusement, on va pas pouvoir revenir sur tous vos ouvrages, plus d'une trentaine au total. On va revenir surtout sur votre spectacle, Le Voyage intérieur. Vous parlez des pouvoirs de notre cerveau. Est-ce que vous pensez qu'on peut le reprogrammer pour dépasser certains traumatismes ou certaines névroses ? Alors, la réponse est oui. Ouais. Le petit problème, c'est est-ce qu'on en a vraiment envie ? Il y a des gens qui sont très bien avec leur traumatisme et avec leur névrose qui est leur identité. Un peu comme ils marchent tout le temps avec une canne et au bout d'un moment, ils disent « Regardez, je boite, j'ai une canne ». Et on leur dit « Peut-être vous pouvez poser votre canne et vous allez vous apercevoir que vous marchez quand même ». Et du coup, ça leur change leur identité. C'est plus la personne qui marche avec une canne. Je crois qu'il faut poser la vraie question, qu'est-ce qu'on veut ? De manière générale, je crois qu'on a dans la vie ce qu'on veut, mais seulement on n'est pas très clair sur ce qu'on veut. Voilà. Et même, on parlait tout à l'heure, la dernière fois, de l'ange gardien. Je crois que l'ange gardien, il est prêt à réaliser vos souhaits, mais il faut avoir des souhaits clairs et ensuite pas avoir des souhaits qu'on regrette après. Je ne vais pas changer de souhait en chemin. Mais il y a plein de gens qui vivent sur les traumatismes. Je pense à tous les psychothérapeutes et tout ça. Il y a toute une économie, il y a tout un système. Il y a un plaisir peut-être à raconter sa vie, à la mettre en légende. Chacun est prisonnier de sa propre légende. Et il y a un moment, faut juste poser la question, est-ce que ça nous rend heureux ou est-ce que ça nous rend malheureux ? La deuxième question, c'est est-ce qu'on a envie d'être heureux ? Et à partir de là, déjà, on peut avancer. Donc, si on a cette réponse, oui, je veux être heureuse, on a la possibilité de reprogrammer notre cerveau. Oui, déjà, en ne tenant plus compte des traumatismes d'enfance. Okay. Facile à dire. Oui, mais j'allais dire, votre émission s'appelle Dans le rétro. Ouais. Quand vous conduisez une voiture, vous avez quand même le choix entre regarder devant la route ou regarder dans le rétro. Et mais il faut regarder dans le rétro pour pas se prendre une bagnole dans... Mais si vous ne faites que regarder dans le métro, qui est par exemple un des problèmes... Dans le rétro, vous avez dit dans le métro. Excusez-moi. Mais si on regarde juste que dans le rétro, on ne voit pas bien la route. Alors, je crois qu'il faut avoir une petite vue dans le rétro, mais qui occupe la même place que dans une voiture, mais il faut pas oublier où vais-je ? Dans quelle direction avance le véhicule ? Et est-ce que devant, il n'y a pas des émerveillements ? Et est-ce que je vais pas les rater précisément parce que j'ai pas le regard au bon endroit ? Bernard Werber, on va faire une dernière escale dans le temps, c'est parti. Ah merde, il y a un truc qui a foiré, je pense. Ouais, je crois qu'on est remonté un peu plus loin que prévu. On est au 19e siècle dans un cabaret parisien. Vous êtes là sur scène, Bernard Werber. Quelle souplesse! J'admire. Vous faites le French Cancan. Oui, vous avez été danseuse dans une vie antérieure. Vous avez eu 111 vies dans votre spectacle. Vous nous invitez aussi à aller faire un tour dans nos vies antérieures. C'est une vraie expérience. Ah oui, parce qu'elle se passe sur scène. Mais là, tel quel, je pense que vos auditeurs vont dire, bon, ok, c'est un cinglé. Elle est en train d'interviewer un type qui se prend pour une danseuse de French Cancan. Rien que ça.
Moi, j'aime bien cette idée qu'on a été d'autres personnages, et surtout, j'aime bien cette idée qu'on a déjà été des femmes pour tous les hommes, et pour toutes les femmes, elles ont déjà été des hommes. Parce que ça nous oblige à être plus tolérants. Si on se dit juste, je suis dans le camp des mecs et les bonnes femmes, on rate un truc. Par contre, si on se dit, attends, il y a une femme en moi, j'ai des souvenirs, en allant chercher des souvenirs peut-être d'accouchement, des souvenirs du rapport avec des hommes dans d'autres époques, tout d'un coup, ça ouvre des perspectives et ça rend plus tolérant. Bernard Werber, on termine toujours notre voyage en musique. Je préfère la voix de Francoeur, je suis désolée, qui vous accompagne sur scène. Non, mais c'est ma Madeleine de Proust, ça. Vivaldi Piccolo Concerto, vous dites que cette musique vous extrait de l'horreur de ce monde et de la peur. De quoi vous avez peur aujourd'hui, Bernard Werber ? Tous les matins, j'écoute les actualités, ça me fait peur. Je vous le dis, ça me fait peur parce que j'ai l'impression d'abord, on minimise les menaces. 2, j'ai peur que notre espèce abîme entièrement cette planète de manière irrémédiable. Et j'ai peur pour les générations suivantes qui, à mon avis, manquent un peu d'amour et d'éducation. Je vois pas bien une force politique, quelle qu'elle soit, où qu'elle soit, qui propose un avenir radieux. J'ai l'impression que les politiciens, sur toute la planète, ont une vision sur le court terme et ne propose pas, je dirais, pour les 50 années à venir, un monde meilleur. Ils sont juste en train de gérer des tas de problèmes. Tout va très vite. Même les politiciens n'ont plus de vision. C'est pour ça que nous, les auteurs de science-fiction ou les auteurs de fantastique, on a une place libre qui est, nous, on peut vous dire, il nous semble que dans 50 ans, dans 100 ans, voire dans 1000 ans, le monde pourrait être comme ça. Ça pourrait être bien ou ça peut être dangereux. Maintenant, cet élément-là va créer ce chemin-là et cette décision-là va créer ce chemin-là. Merci Bernard Werber. Merci à vous de m'avoir invité, de m'avoir permis de présenter la vie, voyage intérieur expérimental. C'est toujours un plaisir de parler de ce spectacle. Et de le découvrir aussi. Le voyage intérieur, c'est le 23 octobre à l'Olympia à Paris pour partir à la découverte de soi. C'est en tournée également dans toute la France. C'est une reconnexion avec notre monde intérieur. En gros, c'est du tourisme spirituel. Oui. L'Olympia, donc à Paris. Il y a aussi la tournée. Cette émission et toutes les autres sont dispo en podcast. Passez un super bon week-end à l'écoute de France Bleu. Prenez soin de vous. Salut. Merci. Merci de m'avoir invité.